Vous écoutez Ciné Rose, votre podcast dédié à la culture et à l'imaginaire. Faut-il encore présenter Tolkien, auteur des célèbres Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux et d'un Silmarillion inachevé. Lui, le créateur d'un continent littéraire sans pareil et unique par l'ampleur de sa réception, que ce soit sur l'imaginaire, la littérature, le cinéma ou même la philosophie. Lui qui s'est vu mettre à l'honneur dans une magnifique exposition fin 2019 à la Bibliothèque nationale de France. Mais aujourd'hui, a-t-on tout dit de J.R.R. Tolkien, celui qui est repris et imité par pléthore d'auteurs depuis un demi-siècle? Quel futur pour son œuvre, alors que son fils, Christopher Tolkien, qui a dédié sa vie à l'œuvre de son père, nous a quittés en début d'année rejoindre les rivages d'Aman. Les nouveaux passeurs sont-ils les thésards d'aujourd'hui et les étudiants de demain? Pour en parler, nous recevons Vincent Ferré, un des commissaires de l'exposition Tolkien Voyage en Terre du Milieu qui s'est tenue il y a quelques mois à la Bibliothèque nationale de France, auteur de nombreux ouvrages dont Sur les rivages de la Terre du Milieu, paru chez Bourgois et Pocket, chargé des traductions de Tolkien en français chez Christian Bourgois éditeur et professeur de littérature générale et comparée à l'Université Paris-Est Créteil. Bonjour Vincent Ferré. Bonjour Pierre. C'est vers l'âge de 15 ans que vous découvrez Tolkien en lisant Le Seigneur des Anneaux. Quels souvenirs gardez-vous de cette lecture ? Lorsque j'ai découvert Tolkien à 15 ans, ça a d'abord été un échec. Le Seigneur des Anneaux m'est tombé des mains. J'ai essayé de le lire 2 fois et au bout de 100 pages, j'ai calé, principalement à cause de problèmes de traduction. Je venais alors du côté de mes lectures, du côté des contes de fées, de récits folkloriques. Il faut dire que je suis né en Mayenne. C'est un lieu qui a une forte présence de légendes, de traditions orales. À Mayenne même, la ville, il y a un château médiéval extrêmement important et on est situé pas très loin de lieux comme la forêt de Brocéliande. Donc si vous voulez, je baignais dans un imaginaire arthurien. Au collège, j'ai voulu lire au CDI, dans la bibliothèque du collège, tous les livres qu'on pouvait trouver et j'ai logiquement commencé au bout à gauche par les récits anonymes, les contes de fées, les légendes, et un fameux livre rouge qui contenait une réécriture de récits arthuriens que je n'ai jamais retrouvé, mais qui m'a marqué de manière très durable. Et puis lorsque j'ai terminé cette première série, un ami m'a dit « Puisque j'aimais les récits arthuriens, je devrais aimer Le Seigneur des Anneaux ». Il faut dire qu'à la même époque, j'étais déjà rôliste. Je pratiquais les jeux de rôle, Donjons et Dragons, Rêves de Dragons, Légendes celtiques en particulier. Autrement dit, j'avais le profil de ces garçons de 14-15 ans qui, à la fin des années 80, ont découvert Tolkien dans une traduction qui, je l'ai dit, a été un vrai obstacle pour moi au début. Heureusement, j'ai persisté, j'ai été encouragé, je ne l'ai pas regretté. Et j'en garde surtout le souvenir d'un choc final. On peut lire sur Internet des commentaires de lecteurs qui ont réussi à surmonter des épreuves parfois éprouvantes grâce à Tolkien et à ses récits. Vincent Ferré, pourquoi ont-ils cette puissance de transcender les gens ? Je pense à toutes les remarques que j'ai lues sur le livre d'or de l'exposition qui a eu lieu à la BNF, mais aussi dès le début des années 2000, les remarques de lecteurs sur les forums internet que je fréquentais, le courrier des lecteurs que je reçois via les éditions Bourgois ou que j'ai lu sur le site web Tolkien Estate. J'ai l'impression que l'œuvre de Tolkien est tellement diverse. Elle va de la littérature pour enfants aux récits fantastiques, avec des guillemets, des contes humoristiques, des épopées dans le Silmarillion et tous les textes rassemblés dans l'histoire de la Terre du Milieu, et bien sûr le Seigneur des Anneaux. Donc tout lecteur, toute lectrice, quels que soient ses goûts, ses préférences, va trouver un texte de Tolkien qui lui parle. Et pour revenir au Seigneur des Anneaux plus particulièrement, c'est vraiment un texte qui, dans ses 1000 pages, évoque toutes les situations importantes de la vie. Les relations avec les amis, les relations amoureuses, les épreuves, le deuil, la perte des personnes aimées, le renoncement, les victoires qui n'en sont pas. Pour revenir à ce que j'évoquais tout à l'heure, le choc final que j'ai eu vers 15 ans en lisant Le Seigneur des Anneaux, à la toute fin du récit, lorsqu'on quitte les personnages, c'est vraiment l'impression qu'aucun livre, plus jamais, ne me ferait vivre cet état, alors je vais citer un autre auteur que j'aime bien, cet état purement intérieur, où toutes les émotions sont décuplées. Le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment un livre qui déchaîne en nous des bonheurs et des malheurs qu'on met des années dans la vie à connaître. Heureusement pour moi, 2 ans plus tard, j'ai découvert Proust, que je viens de citer. Et cela rejoint ce que vous avez dit lors d'une interview. Je vous cite, « L'œuvre de Tolkien est une œuvre monde dans laquelle les lecteurs peuvent entrer et devenir à leur tour des acteurs.
Est-ce là la grande force de son œuvre ? Quand on regarde la réception de Tolkien depuis les années 50, il est vraiment impressionnant de voir le nombre de domaines dans lesquels Le Seigneur des Anneaux en particulier a marqué de son empreinte des générations après génération. Alors bien sûr la littérature, il a donné naissance à la fantaisie moderne, la fantaisie existait mais il a vraiment façonné des courants d'écriture et donné envie à des écrivains jusqu'à maintenant qui se réclament de lui d'écrire à leur tour des textes, des illustrateurs, des cinéastes bien sûr. Il a donné des vocations et quand on regarde le nombre de fanfictions qui sont écrites aujourd'hui encore à partir de l'œuvre de Tolkien dans ses marges ou comme hommage, on est frappé de voir qu'un texte publié dans les années 50 a autant d'influence encore maintenant. Et c'est vrai que c'est une des marques des grands textes peut-être que d'être à ce point une incitation à la création et c'est la manière dont Le Seigneur des Anneaux donne envie de créer à son tour, non seulement de partager auprès de personnes qui ne l'ont pas lu, mais de créer à son tour, c'est absolument remarquable. Tolkien est devenu un monstre, dévoré par sa popularité et absorbé par l'absurdité de l'époque, déclarait son fils Christopher Tolkien. Entre la trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson et la future série Amazon, pensez-vous que l'œuvre de Tolkien est mangée par son ombre ? C'est une belle formule. Alors déjà, il faut dire que Christopher Tolkien s'exprimait en 2012 dans une des très rares interviews qu'il ait accordées depuis les années 90, donc entretien avec le journal Le Monde en 2012. Bon, c'est une traduction en français de propos qu'il a tenus en anglais, puisqu'il parlait les deux langues, ayant vécu en France pendant des décennies. Il faut quand même bien se rappeler que Christopher Tolkien a été le premier auditeur, alors le premier lecteur du Hobbit, mais le premier auditeur des récits inventés par son père, qui lui racontait le soir au moment du coucher des histoires d'elfes. Donc il a un rapport très particulier. Toute sa vie, il a été désireux de faire connaître l'œuvre de son père. Enfin, quand je dis toute sa vie, c'est à partir des années 70. Et de la faire connaître dans ses nuances, dans son évolution. D'où le sens de l'entreprise de publication de l'histoire de la Terre du Milieu, les 12 volumes, peu après le Silmarillion. Donc il a une position très particulière, et je la comprends. Maintenant, l'ombre de Tolkien, comme vous le dites, c'est pas du tout un phénomène monolithique. Vous évoquez la trilogie des films de Peter Jackson, qui par ailleurs est un grand réalisateur. On pense à Créatures Célestes, à Braindead, à Forgotten Silver par exemple. Bon, Le Seigneur des Anneaux de Jackson, au début des années 2000, est très différent de la trilogie du Hobbit par exemple. Et Le Seigneur des Anneaux de Jackson, c'est peut-être avant tout les illustrations d'Alan Lee et de John Howe. Ce sont deux créateurs, deux artistes qui nous ramènent systématiquement au livre. Il n'est que de voir l'importance qu'ont joué les films pour amener de nouvelles générations à découvrir les livres, et pas n'importe qui. Jean-Philippe Cadry, qui est un très bon spécialiste de Tolkien, même s'il n'est pas très connu du grand public, expliquait récemment dans un documentaire passé à la télévision française sur un autre sujet, que c'est par le film de Jackson qu'il n'a pas du tout aimé qu'il s'est mis à lire Tolkien. Isabelle Pantin, qui est une grande spécialiste de Tolkien, est aussi venue à Tolkien par les livres, donc par les films. Donc il faut essayer de percevoir les choses de manière un petit peu complexe. J'ai l'impression que parmi tout ce qui est dérivé, certains ramènent au livre, et puis il faut dire les choses, d'autres seront oubliés. Autant la trilogie du Seigneur des Anneaux restera, autant la trilogie du Hobbit risque a des chances d'être oubliée très rapidement. Donc c'est le sens du travail réalisé chaque jour par les lecteurs de Tolkien et d'associations de lecteurs, dont on reparlera peut-être tout à l'heure, qui font connaître cette œuvre inlassablement. Cantonné au rayon science-fiction et littérature pour enfants, comment Tolkien est-il finalement devenu un romancier majeur du XXe siècle, comme le disait Julien Gracq ? Il est vrai qu'en France, on a du mal à savoir où classer Tolkien dans les bibliothèques et les rayons des librairies. Mais là encore, la réception de son œuvre est très différente selon les pays. Il faut voir qu'en Grande-Bretagne et aux États-Unis, le succès a été immédiat pour le Hobbit en 1937 et 38 pour les États-Unis. Il a reçu des prix, par exemple. Mais ça a contribué à créer une forme de malentendu, bien sûr. Ça a été aussi le cas dans les années 60, lorsque Le Seigneur des Anneaux, publié en 54-55, est devenu un phénomène culturel sur les campus américains. Il y a eu des lectures du Seigneur des Anneaux qui étaient en phase avec l'ère du temps, mais qui étaient des lectures parmi d'autres. En France, on est dans une situation très différente puisque la langue a joué vraiment une barrière pendant très longtemps. Vous le savez, le Hobbit n'a été publié qu'en 1969, bien après des traductions dans d'autres pays.
Pour Le Seigneur des Anneaux, c'est l'intuition de Christian Bourgois en 1972 qui publie ce texte en 3 parties en 72-73. Et ce qui est frappant, c'est que aussitôt, les médias se sont enthousiasmés pour cet écrivain et ce texte. Ils se sont de nouveau enthousiasmés en 78 lorsqu'a été publiée la traduction du Silmarillion. Puis en 92, au moment de la célébration du centenaire de sa naissance, en fait, les médias français ont été longtemps marqués par une forme d'amnésie. Ils ont redécouvert et célébré Tolkien assez régulièrement, mais à chaque fois, effectivement, en le réduisant à des catégories déjà connues. Tout simplement parce que si on rattache facilement du côté anglo-américain Tolkien à la fantasy, avec Harry Potter, avec Game of Thrones par exemple. Du côté français, c'est une catégorie qui n'était pas clairement identifiée. Il faut bien voir qu'une maison d'édition comme Brajlon a 20 ans seulement. Donc on a l'habitude de parler de fantasy depuis relativement peu de temps en France. Donc il est à la fois considéré ou perçu, et moi le premier pendant très longtemps, pour faire connaître et reconnaître l'œuvre de Tolkien, j'ai dit qu'on n'était pas obligé de le réduire à de la fantasy. Ça ne voulait pas dire que je jugeais mal la fantasy, ça ne voulait pas dire que je considérais qu'il était unique en son genre, mais simplement, j'insistais sur cet aspect pour que les personnes qui ne lisent pas de récits de fantasy ne se sentent pas exclues. Et vous évoquez la formule très puissante de Julien Gracq, qui explique en lisant, en écrivant, que son expérience de lecture du Seigneur des Anneaux l'a beaucoup marqué au début des années 70, que c'est un des rares textes modernes qui, d'après lui, avait ce souffle, et j'ai eu la chance d'échanger très ponctuellement avec lui à propos de Tolkien, et il le confirmait. On voit bien que des auteurs comme lui, donc des lecteurs a priori assez éloignés de l'univers mental de Tolkien, ont pu trouver leur compte dans ces textes. Sur votre site internet pourtolkien.fr, vous faites état de plus de 250 travaux consacrés à Tolkien et à son œuvre. Celle-ci devrait entrer dans la Pléiade en 2021, une exposition à la BNF vient de lui être consacrée. La consécration de Tolkien est-elle consommée ou est-ce un auteur qui peut encore grandir ? Bon, déjà, je voudrais dire que le projet de publication en Pléiade n'est encore qu'un projet. Et que s'il est décidé et lancé, il prendra du temps, donc un peu plus longtemps qu'une seule année. C'est vrai que ce projet de publication ainsi que l'exposition organisée à la BNF ont été des tournants dans la réception de l'œuvre de Tolkien en France. Pour autant, un livre ne vit que par ses lectures et ses lecteurs. Donc l'œuvre de Tolkien va être encore découverte par de nombreux nouveaux lecteurs et lectrices qui vont la lire différemment de ce qui a pu être fait jusqu'à présent. Et d'autre part, les travaux de recherche, les masters, les thèses consacrées à cet écrivain qui sont présentés en France n'ont exploré qu'une partie de l'œuvre. Parfois, on voit bien sur les 250 travaux que j'ai répertoriés, il y a des thématiques qui reviennent souvent, le pouvoir, les langues, le merveilleux. Il y a bien des aspects de l'œuvre qui restent à être étudiés, et ce qui est vraiment formidable en France, c'est qu'il y a une forme de circulation entre les travaux universitaires, les sites internet qui depuis 20 ans font connaître l'œuvre de Tolkien, donc je mentionnais tout à l'heure grvf.com historiquement, puis tolkienville.com, tolkiendream.com, elbakin.net, sans parler de Cineheroes maintenant. Il y a vraiment un dialogue entre les sphères universitaires et la sphère des lecteurs grand public. J'ai été très marqué par la manière dont le dictionnaire Tolkien a été écrit en partie par des spécialistes de Tolkien, mais qui n'appartenaient pas à l'université, qui ont d'ailleurs participé au colloque de Cerisy en 2012, où on a travaillé sur le dictionnaire Tolkien. Donc, il y a un cercle très vertueux en France en particulier, qui fait que les résultats de la recherche passent très facilement auprès du grand public. Et inversement, certains lecteurs venus du grand public, c'est une dénomination pas du tout, je ne juge pas, deviennent parfois des spécialistes écrivains, et pour certains d'entre eux se mettent à écrire des thèses et à les soutenir, comme c'est bientôt le cas pour 2 d'entre eux. Tolkien ne serait pas devenu Tolkien sans Oxford ? Ça, c'est une belle formule encore. Alors, la première réponse est oui. Il faut vraiment imaginer que Tolkien, qui est né en 1892, a perdu père et mère. Enfin, c'était un orphelin pauvre avant ses 12 ans. Donc, sans Oxford, il n'aurait pas trouvé de lieu. Il a réussi à rejoindre l'université en obtenant une bourse parce qu'il était prodigieusement doué. Il n'aurait pas trouvé de cadre où se former. Et quand il est entré à Oxford comme étudiant en 1911, il est resté jusqu'en 1915 comme étudiant, avant de partir à la guerre,
Il a découvert là-bas des études classiques qui lui ont permis d'approfondir des connaissances, une rigueur. Mais il s'est aussi libéré d'Oxford. Il ne faut pas oublier que Tolkien s'est tellement passionné en amateur, en lecteur autodidacte pour la philologie germanique, pour des langues qui étaient relativement peu étudiées à l'époque, les langues nordiques, il lui a fallu trouver son propre chemin à Oxford. Il a failli rater ses études, pour le dire autrement, et il s'est réorienté au bout de 2 ans. En travaillant en philologie germanique, il a créé le lieu, son espace intellectuel pour s'exprimer de manière libre. Il a réinventé des règles du jeu. Juste après la Première Guerre mondiale, quand il est rentré, il a travaillé ponctuellement au dictionnaire d'Oxford, l'OID, puis il a obtenu un poste à Leeds avant de revenir comme professeur à Oxford. C'était un coup de théâtre, un si jeune professeur à Oxford, où il est resté de 1925 à son départ à la retraite, en 1959. Donc, Tolkien est intimement lié à Oxford, mais on va dire qu'il a aussi profondément transformé l'université d'Oxford. Il est à l'origine de réformes dans l'enseignement. Il a procuré des éditions de textes médiévaux qui sont encore au programme, Sir Gawain et le Chevalier Vert par exemple. Donc c'est une passion qui s'est développée dans les deux sens. Est-ce qu'être auteur pour enfants a constitué un frein dans la carrière universitaire de Tolkien, Vincent Ferré ? Quand Tolkien arrive à Oxford en 1925, il est élu en raison de ses travaux universitaires, qui sont déjà très remarquables. Et puis, au cours des années 30, il donne des conférences qui vont vraiment marquer l'histoire des études littéraires anglaises, littéraires au sens large. Une conférence sur Beowulf, le texte médiéval, en 1936, une autre conférence sur le conte de fées en 1939. Et si vous voulez, les attentes à l'égard de Tolkien sont immenses de la part de la communauté scientifique et intellectuelle. On sait qu'il travaille beaucoup à côté, qu'il corrige énormément de copies parce qu'il a des difficultés financières. Il élève une famille avec des revenus d'un professeur d'Oxford qui ne sont pas très importants à l'époque. Et la publication du Hobbit en 1937, qui est un hasard, puisqu'il s'agit d'un texte inventé par ses enfants pour ses enfants parmi d'autres textes, comme Roverandom par exemple, ce texte-là arrive sur le bureau d'un éditeur qui le publie, et Tolkien a un succès. Et certains de ses contemporains vont ignorer ce succès-là, d'autres vont le lui reprocher en lui disant qu'il a mieux à faire et qu'il devrait travailler davantage parce que certaines études sont attendues par la communauté scientifique. Et parallèlement à son travail de philologue, de spécialiste de langue et littérature médiévale, qui produit des articles et qui donne des conférences extrêmement importantes, on sait qu'il a laissé des chantiers en l'état. Récemment a été redécouverte une édition, un projet d'édition sur The Chaucer qu'il avait mené pratiquement à terme, mais qui excédait de beaucoup la commande de l'éditeur et qui n'a pas été publié de son vivant, alors que ça aurait été un travail extrêmement important. Il est certain que la publication du Seigneur des Anneaux en 54-55 lui a causé des problèmes. On en a des témoignages dans les lettres. Christopher Tolkien l'a également évoqué. On sait que des contemporains, des collègues de Tolkien, lui ont dit qu'il aurait dû consacrer son temps et son congé sabbatique à autre chose que terminer un roman aussi étonnant et aussi détonnant. Donc, ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure. Chez Tolkien, l'écriture de textes comme Le Seigneur des Anneaux ou ceux qui ont été amenés à former le Silmarillion est associée à sa recherche universitaire, à son travail sur les langues. Les deux vont de pair. Mais ça n'a pas été perçu tout de suite, en tout cas pas forcément de son vivant. Tolkien définit la fantasy comme la fabrication ou l'aperçu d'autres mondes. Que pensez-vous de cette définition ? La définition de la fantaisie que vous donnez est tirée de son essai du conte de fées, qui est une version de la conférence qu'il a donnée en 1939. C'est vraiment un texte absolument capital pour comprendre la littérature merveilleuse, la littérature du XXe siècle et le projet de Tolkien. Pour résumer, j'ai envie de dire, du conte de fées, c'est un petit peu le manifeste théorique, publié, donc donné en 1939, au moment où Tolkien invente le Seigneur des Anneaux. Et il faut lire le Seigneur des Anneaux en ayant en tête ce qu'il annonce comme et ce qu'il promeut comme qualité de la fantaisie. Ce que Tolkien met en avant dans cette phrase, c'est d'abord le pouvoir de l'imaginaire. Et c'est un pouvoir double, à la fois d'invention, et là on est vraiment dans la fiction au sens d'invention, d'imagination, c'est une définition très ancienne qui remonte au moins à Aristote, mais aussi la fiction comme révélation. Autrement dit, l'art et l'art littéraire sont là pour montrer ce qui existe, mais qui est masqué autour de nous, qu'on ne perçoit pas. Et tel est le rôle de l'art, selon un certain nombre de philosophes, modernes en particulier, mais aussi des théoriciens de la littérature, à l'époque où Tolkien écrit. Il ne les connaît pas forcément, je pense à des théoriciens russes, par exemple. Il rejoint par là ce qu'affirme un écrivain comme Proust, sur le pouvoir de dévoilement de la vie par la littérature.
Mais dans l'esprit de Tolkien, il y a peut-être un jeu entre l'autre monde et notre monde. Là, je fais un jeu de mots en français. L'œuvre de Tolkien se situe dans un autre monde qui ne ressemble pas exactement au nôtre, bien qu'on y ait des points de repère. C'est parce que c'est une image et que le merveilleux est là pour nous proposer une sorte de miroir légèrement modifié, légèrement déformant de notre réalité, pour faire ressortir les grandes problématiques qui traversent notre monde. Et parmi les points sur lesquels Tolkien a mis l'accent tout au long de sa vie, il y a la question de l'existence humaine, du sens de la vie humaine dans le monde qui est le nôtre. Donc situer des histoires dans un monde imaginaire, en particulier la Terre du Milieu, c'est pour surprendre un peu les lecteurs, mais les inviter à regarder notre monde quand ils ferment le livre. Anne Besson, qui est l'auteur du Dictionnaire de la fantaisie et spécialiste du genre, pense qu'écrire du Tolkien aujourd'hui serait démodé. Qu'en pensez-vous ? Anne Besson, qui est une collègue de l'université d'Artois à Arras, qui est la grande spécialiste de la fantaisie en France en ce moment, vous pensez bien que je ne vais pas la contredire. Je pense qu'on peut interpréter cette phrase en pensant au fait que Tolkien a fait une synthèse de ce qui se précédait, et en même temps qu'il a apporté quelque chose qui lui était propre. Je m'explique. Tolkien était un grand lecteur, par exemple, de William Morris, qui est une figure du côté anglais qui est trop peu connu en France, mais William Morris a été à la fois un penseur politique, un compagnon de route d'artistes, pré-raphaélites. Il a travaillé en design, si on veut, également, et il a écrit des textes qui sont des récits de fantaisie se déroulant dans des mondes imaginaires, des textes très marqués par une influence médiévale. Tolkien se situe dans ce sillage-là. Mais lui a un rapport encore plus poussé au Moyen-Âge, un rapport d'érudition. Il lisait directement dans les textes nordiques, dans les textes vieil anglais, les textes d'Europe germanique également, et il a fait passer une grande partie de cette érudition dans ses textes de fiction. Il a en particulier apporté dans Le Seigneur des Anneaux deux soucis qui sont la vraisemblance et la cohérence. Chez William Morris, ou chez des prédécesseurs ou des contemporains de Tolkien, comme Dunsany par exemple, il n'y a pas vraiment de recherche de vraisemblance. On est dans un récit merveilleux, et c'est accepté comme tel. Quand vous ouvrez Le Seigneur des Anneaux, vous êtes vite plongé dans une histoire qui semble s'être déroulée dans un passé lointain, et d'ailleurs, le début du Seigneur des Anneaux nous dit qu'il existe des traces historiques, des sources historiques écrites à partir desquelles Le Seigneur des Anneaux a pu être mis en forme. Donc il y a un jeu sur la vraisemblance qui vise à inviter le lecteur à suspendre ses doutes, à suspendre son incrédulité, c'est la formule que reprend Tolkien à Coleridge, et à entrer dans l'histoire comme si Le Seigneur des Anneaux était un roman historique. Et on sait très bien qu'en France, les lecteurs, par exemple, de Dumas, aiment beaucoup Tolkien pour cette raison-là. Donc il a vraiment changé les règles du jeu de la fantaisie, il a fixé de nouveaux standards, de nouvelles attentes. Après Le Seigneur des Anneaux, de nombreux textes de fantaisie ont été publiés sous forme de trilogie, avec des cartes, avec des fragments de langues imaginaires. Si vous voulez, beaucoup de personnes ont voulu imiter la recette du Seigneur des Anneaux. Donc quand Anne Besson explique qu'écrire du Tolkien serait démodé, c'est parce qu'on aurait une impression de déjà-vu, de répétition, puisque lui l'a déjà fait. Et je pense aussi pouvoir interpréter cette formule en disant que actuellement, les auteurs de fantasy les plus intéressants explorent des pistes ou des situations, des scénarios, mettent en scène des personnages qui ne sont pas ceux que Tolkien a retenus, parce que lui se situait dans une tradition épique, romanesque, médiévale, donc les romances, entre guillemets, qui étaient très normées. Et il a choisi de s'exprimer à l'intérieur de ces contraintes-là, tandis que les auteurs de fantasy moderne peuvent choisir d'autres références, en particulier Tolkien. Donc penser l'histoire de la fantaisie sans Tolkien est impossible, ça c'est certain, mais vous dites même qu'il n'a pas encore été dépassé. Pourquoi ? Alors, si je me suis exprimé dans une interview en utilisant cette formule-là, je pense que par là je voulais dire que il n'est pas possible de faire mieux que Tolkien dans le cadre ou le sous-genre de la fantaisie dans lequel il s'est exprimé. Mais il est possible de faire autre chose. Et c'est ce que font les grands auteurs de fantaisie depuis les années 70 à sa suite. Là, l'autre jour, je relisais Ursula Le Guin, par exemple. Ça n'est pas du Tolkien, c'est autre chose, c'est dans un autre registre, un autre genre. Et de ce point de vue-là, il n'est pas pertinent de mettre en compétition, en rivalité, des écrivains qui se complètent et qui proposent une image et des possibilités aux lecteurs qui explorent des pistes différentes dans le genre de la fantaisie. Donc des gens comme Le Guin sont un très bon exemple de ce que Tolkien ne pouvait pas faire
lui, ce qui ne l'intéressait pas forcément, et qu'elle a pu apporter comme d'autres. Vincent Ferré, vous êtes également spécialiste de l'œuvre de Marcel Proust. Est-ce que vous voyez des passerelles entre ces deux écrivains ? Alors, à part le fait qu'ils ont écrit de longs romans, et qu'ils n'ont pas réussi à achever leur œuvre maîtresse, je pense que le premier point commun, c'est l'émotion. C'est-à-dire que la puissance à la lecture du Seigneur des Anneaux, je vous disais, je ne l'ai retrouvé, cette intensité des émotions, que dans À la recherche du temps perdu de Proust. J'ai commencé par À l'ombre des jeunes filles en fleurs, j'avais 17 ans, et je peux vous dire que c'est un texte qui peut parler aux jeunes personnes de 17 ans, À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Donc j'ai d'abord aimé Proust parce qu'il parlait des sentiments, des émotions d'une manière extraordinaire. Après, je pense qu'il y a bien des manières de rapprocher ces deux écrivains, et actuellement, la perspective qui m'intéresse le plus, c'est de travailler autour de leur rapport au Moyen-Âge. C'est la raison pour laquelle, depuis une dizaine d'années, à côté de mes travaux grand public sur Tolkien, je mène une recherche plus universitaire sur le médiévalisme, c'est-à-dire l'étude de la réception ou de la recréation d'une image du Moyen-Âge à partir du XVIe, mais surtout au XXe et XXIe siècle. Et à cet égard, je travaille aussi bien sur À la recherche du temps perdu que sur Le Seigneur des Anneaux, ou des textes comme La chute d'Arthur, La légende de Sigurd et Gudrun, qui sont d'autres textes écrits par Tolkien. En début d'émission, Vincent Ferré, vous évoquiez vos souvenirs d'adolescent. Quelle a été votre seconde lecture du Seigneur des Anneaux en tant qu'universitaire ? Alors déjà, ce que je dois dire, c'est que je suis universitaire grâce à Proust, pour Proust. Pendant très longtemps, mes travaux sur Tolkien sont restés comme un à côté, une sorte de hobby, sans mauvais jeu de mots. J'ai concrètement mon premier livre sur les rivages de la Terre du Milieu, c'est un accident, c'est-à-dire que j'ai consacré ma maîtrise à l'époque, mon Master 1, à Tolkien et Chrétien de Troyes, autour de la question de la mort, et ce texte a beaucoup circulé dans le milieu universitaire des étudiants de mon âge. Et peu de temps après, alors que j'étais en train de commencer une thèse sur Proust et sur les liens entre pensée et roman, philosophie et roman, chez les romanciers contemporains de Proust et chez Proust, j'ai eu la chance de passer un séjour d'une année en Angleterre, à Cambridge, et dans un lieu, Trinity College, où on incitait les jeunes chercheurs à publier, ce qui ne se faisait pas du tout en France. Et en particulier, je sais que le master de Trinity College, Amartya Sen, qui est connu entre autres pour son prix Nobel d'économie, a été une des personnes qui ont déclenché mon envie de retravailler le mémoire universitaire que j'avais écrit 2 ans plus tôt, et à en faire un livre. En plus, à Cambridge, j'étais vraiment idéalement placé, puisqu'il y avait dans la bibliothèque universitaire un exemplaire de tous les livres publiés en langue anglaise, comme à Oxford, comme à Londres par exemple, et beaucoup de livres américains. Autrement dit, j'ai eu entre les mains tous les livres anglais et une grande partie des livres américains qui avaient été publiés sur Tolkien depuis les années 50. Donc j'ai pu avoir une vue d'ensemble de l'intégralité de son œuvre, mais de la critique sur cette œuvre. Mais en fait, j'ai envoyé par la poste à son éditeur français, Christian Bourgois, le manuscrit du livre en 2000, et parallèlement, j'ai travaillé à ma thèse sur Proust, Hermann Brohr, John Dos Passos, que j'ai soutenu en 2003. C'était un travail parallèle. Christian Bourgois m'a fait la confiance énorme, puis Dominique Bourgois, de publier ce texte-là, puis de me confier l'édition des textes de Tolkien en langue française, mais ce travail a été parallèle. Et mon poste de professeur à l'Université Paris-Est-Créteil, il est lié aussi à mes travaux sur les rapports entre philosophie et littérature. J'appartiens à un laboratoire de philosophie et de littérature. Donc il faut vraiment voir que j'ai gardé pendant très longtemps un regard de lecteur amateur sur l'œuvre de Tolkien. Et ça n'est que progressivement que les deux se sont rapprochés. Je pense que le point d'orgue, c'est la publication du dictionnaire Tolkien en 2012, le colloque de Cerisy en 2012. C'est le moment où j'ai commencé à rassembler ces deux fils autour du rapport au Moyen-Âge. Son fils, Christopher Tolkien, disparu en janvier dernier à l'âge de 95 ans, laisse derrière lui un travail de transmission remarquable. Vous lui avez d'ailleurs rendu un émouvant hommage quelques semaines après sa disparition. Que retenez-vous de l'homme et de son travail ? C'est une question à la fois difficile et émouvante. Alors, Christopher Tolkien, qui est né en 1924, je vais dire ça, est un homme qui a été successivement auditeur et lecteur des textes de son père, qui a été pilote dans la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a enseigné à Oxford jusqu'en 1975, et qui, peu avant la disparition de son père, a été choisi par celui-ci pour être son exécuteur littéraire.
Bon. Et il est vrai que depuis les années 70 jusqu'à sa disparition, et vous évoquiez La chute de Gondolin qui a été publiée très récemment, il s'est consacré à l'édition de l'œuvre de son père. Et ça a fini par former une œuvre qui lui est propre. Je m'explique. Dans son travail, on a aussi bien le Silmarillion, publié en 77, qui nous présente l'arrière-plan du Seigneur des Anneaux, et qui est une mise en forme de textes écrits par Tolkien, on va dire, de 1916 à sa mort, sur 60 ans. C'était un travail titanesque et Christopher Tolkien a fait des arbitrages, et il ne s'est pas caché du fait qu'il a dû réécrire, voire inventer certaines parties du texte. Et puis, il a décidé, après avoir publié le Silmarillion, d'explorer d'autres manières de présenter l'œuvre de son père, de les présenter plus comme l'universitaire que lui-même était. Ça a donné les contes et légendes inachevés, puis toute la série de l'histoire de la Terre du Milieu, et vous le voyez, il y a une introduction, il y a des notes, et puis les textes de son père, proposés, transcrits, sans retouche, et dans leur inachèvement parfois. Alors ça donne des choses merveilleuses comme la formation de la Terre du Milieu, qui contient le vrai Silmarillion, le premier Silmarillion, et puis ça donne des recueils de textes situés dans les volumes 10, 11, 12, qui abordent des aspects plus philosophiques, un peu inattendus, qui éclairent certains aspects de la création littéraire de son père. Et à partir de 2007, il a décidé de trouver une autre manière de présenter les textes de son père. Ça a donné donc Les Enfants de Hórinn, mais aussi Beren et Luthien et La chute de Gondolin, où il nous guide à travers des textes de son père en les présentant successivement, parce que Beren et Luthien est une histoire que son père a inventée en prose, en vers, réécrite en prose, qui l'a occupé toute sa vie, et Christopher Tolkien, avec sa voix vraiment très distinctive, nous guide à travers cette évolution. Donc, je retiens de cette œuvre sa grande diversité, sa grande honnêteté, son souci du lecteur, sa générosité, parce que lui avait les manuscrits, il aurait pu les garder pour lui et ne pas chercher à les partager avec le grand public. Je retiens aussi une humilité qui peut-être est devenue trop grande au fil du temps. Le Christopher Tolkien du Silmarillion était moins effacé que le Christopher Tolkien des années suivantes. Je pense qu'on va commencer à le redécouvrir. Il a reçu il y a 4 ans une médaille très importante en littérature du côté anglais, la Bodley Medal, et je pense que voilà, il reste beaucoup à faire pour comprendre le sens de son travail et l'apprécier en tant que tel. Après, l'homme, honnêtement, j'ai eu une chance extraordinaire, qui est qu'à partir de 2003, si ma mémoire est bonne, je lui ai écrit, parce qu'il s'agissait à l'époque de traduire avec Delphine Martin les lettres de son père en français. C'était une demande des éditions Bourgois, parce que la correspondance de Tolkien est fondamentale pour comprendre la manière dont il a créé le Silmarillion, le Seigneur des Anneaux, dont il a vécu. C'est vraiment une mine. Mais il y avait beaucoup de passages qui ne s'éclairaient pas parce qu'on n'a que les lettres de Tolkien et pas celles de son fils qui lui sont adressées. La correspondance entre Christopher et J.R.R. Tolkien est très importante pendant la rédaction du Seigneur des Anneaux. Donc je lui ai posé des questions, il m'a répondu avec une grande générosité, et puis on a fini par se rencontrer. Alors je ne vous cache pas qu'au début j'étais bouleversé, pétrifié, et en fait, très vite, c'est quelqu'un qui vous mettait à l'aise, et très vite on comprenait qu'il n'était pas le fils de J.R.R. Tolkien. C'est-à-dire que sa personnalité rayonnante, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un que tout le monde aimait. Toutes les personnes qui l'ont rencontré aimaient, et bon, voilà, je l'ai vu à bien des reprises. Donc c'est quelqu'un qu'on aimait tout de suite pour beaucoup de raisons, qui était d'une curiosité intellectuelle extraordinaire, qui s'intéressait à de très nombreux domaines. Alors il ne m'appartient pas d'en parler, mais il a consacré autant de temps à d'autres études qu'à celles des œuvres de son père, c'est tout ce que je peux dire. Et c'était un homme généreux, donc pour terminer ma réponse personnelle, je ne m'habitue pas du tout à l'idée qu'il n'est plus là. Et ses œuvres sont là, et d'une certaine manière, il continue à être là. Maintenant que son fils n'est plus, est-ce que vous pensez qu'il y a encore d'autres passeurs qui nous permettront de découvrir l'œuvre de Tolkien ? On ne peut pas prédire le futur, mais il est évident que tout ce qu'a fait Christopher Tolkien mérite une seconde lecture. Je m'explique. 90% des livres qui sont publiés autour de l'œuvre de Tolkien aujourd'hui sont, je vais être dur, de la paraphrase de ce qu'a écrit Christopher Tolkien. Je suis vraiment de près ce qui se publie en anglais,
Bon, je pense que les critiques qui publient sur J.R. Tolkien devraient un peu plus citer leurs sources, et ça n'est pas honteux que de dire que telle idée vient de Christopher Tolkien, voilà. Donc là, c'est un petit peu, je vous fais une réponse en universitaire, je suis très attaché à la généalogie des idées, et je pense qu'il est capital d'être honnête quand on a trouvé une idée quelque part. Donc, il n'y aura pas d'autre passeur du statut de Christopher Tolkien. En revanche, on peut faire connaître l'œuvre de J.R. Tolkien grâce aux travaux de son fils Christopher, qui, pour l'essentiel, ne sont pas encore assez lus. C'est-à-dire qu'il y a le Silmarillion, bien sûr, la chute de Gondolin, bon d'accord, mais dans les notes, les préfaces, les commentaires des 12 volumes de l'histoire de la Terre du Milieu, on a des pistes de réflexion, des remarques et des analyses qui ne sont connues encore que des spécialistes. Et j'ai envie de dire qu'un travail de ces spécialistes consiste à faire connaître, c'est-à-dire être à leur tour passeur de Christopher Tolkien. Voilà. Donc ça c'est la réponse du côté universitaire. Après, je le redis, les lecteurs non universitaires, les associations de lecteurs en France et à l'étranger font un travail extraordinaire et de ce point de vue-là, irremplaçable, et contribuent à faire connaître l'œuvre de J.R. Tolkien. Avec ses 135 000 entrées, quel regard portez-vous sur le succès de l'exposition Tolkien qui s'est tenue à la BNF ? Alors on parle de l'exposition à la Bibliothèque nationale qui a eu lieu d'octobre 2019 à février 2020. Alors j'ai envie de dire que je n'ai pas été surpris par le succès, même si en fait la précédente exposition la plus courue avait rassemblé seulement 80 000 personnes, et que l'année dernière il y a eu des grèves de métro et de train qui ont et je ne juge pas ces phénomènes sociaux, mais je veux dire, la conséquence a été que certains visiteurs n'ont pas pu se rendre à l'exposition. Ce que j'en retiens, c'est que l'exposition a été un succès populaire, au sens où, bien sûr, les lecteurs de Tolkien ou les fans des films de Peter Jackson ou des jeux vidéo sont venus voir l'exposition, bien sûr. Mais elle a été vue par un large public qui, parfois, on en voit des témoignages dans le Livre d'Or, ne connaissaient pas du tout Tolkien et sont venus par curiosité, et beaucoup ont été sensibles à tel ou tel aspect de l'œuvre. Alors, j'entendais, parce que j'y suis allé d'octobre à février, j'ai passé parfois 1 heure par jour dans l'exposition pour être avec les visiteurs, écouter, puis pour voir les œuvres exposées, parce que je ne les reverrai plus jamais de ma vie, en tout cas pas réunies de cette manière-là. Et ce qui était frappant, c'était d'entendre que les lecteurs étaient émus par le Tolkien illustrateur, aquarelliste, dessinateur, par les cartes, par les manuscrits, par des aspects divers de l'œuvre, et je crois que l'exposition a vraiment permis de faire comprendre la très grande diversité de son travail. Pour le succès, je le redis, les relais qu'ont été les réseaux sociaux, les associations de lecteurs que j'ai déjà citées plusieurs fois, l'engagement précoce de Ciné Heroes, et je vous remercie Pierre encore pour avoir fait connaître et avoir pris fait et cause assez tôt, très tôt, pour l'exposition, alors que les médias traditionnels, j'ai envie de dire, ne s'étaient pas encore intéressés à l'expo. Il est évident que vous avez déclenché quelque chose. Après, les médias ont remarquablement fait leur travail, je pense à la presse écrite, je pense à la radio, voilà, je ne vais pas les citer, je crois qu'il n'y a pas le droit, mais en tout cas, j'ai eu le plaisir de discuter de manière approfondie et très complémentaire avec des médias, qui d'une certaine manière ont aussi bénéficié du travail en amont qui avait été fait par des personnes comme François Bunel dans son émission spéciale de la Grande Librairie en 2014, et qui est accessible en replay sur France, je ne sais plus comment s'appelle, la plateforme de replay de France Télévisions, Le Seigneur des écrivains. Donc on a un peu bénéficié d'un travail de fond qui avait été lancé il y a quelques années, et par cet engouement du public qui s'est aperçu que Tolkien leur parlait, même s'il n'aime pas les hobbits et les elfes, il y a toujours quelque chose qui nous plaît chez cet écrivain. Donc, entendre des visiteurs dire que c'était la première fois qu'il ou elle venait à la Bibliothèque nationale de France, qui est notre bibliothèque nationale, entendre qu'ils venaient aussi peut-être pour la première fois dans une grande bibliothèque comme ça, voir des visiteurs et dialoguer avec des visiteurs venus d'Allemagne, de Suisse, de Belgique, d'Espagne, d'Italie, du Japon et beaucoup des États-Unis, ça a été une expérience formidable, et ça a donné du sens aux 3 ans et demi de travail qui ont précédé, et au cours desquels je ne vous cacherai pas qu'il y a eu beaucoup de moments difficiles et de doutes. Qu'avez-vous ressenti en voyant toutes ces œuvres de Tolkien réunies à la Bibliothèque nationale de France ? Alors, j'ai eu beaucoup de chance en préparant cette exposition, c'est que j'ai fait un travail d'investigation pour voir quelles pièces, quelles œuvres allaient être montrées dans le cadre de cette exposition. Il y a eu bien sûr l'exposition organisée à Oxford en 2018, mais
elle était d'un format différent, et surtout Oxford possède des archives Tolkien, donc c'était un choix parmi leurs archives de montrer telle ou telle pièce. Là, on partait de zéro à la BNF, puisqu'il n'y a pas d'archives Tolkien, il n'y a pas de manuscrits Tolkien, évidemment, à la Bibliothèque nationale de France. Donc, je suis allé passer du temps, beaucoup de temps, à la bibliothèque Marquette aux États-Unis, dans le Wisconsin, où William Fliss, Bill Fliss et toute son équipe m'ont accueilli généreusement pendant des journées entières pour que je fasse un travail d'investigation dans les archives. C'est là-bas que sont conservés des manuscrits du Seigneur des Anneaux, du Hobbit, du fermier Gilles de Ham, mais également Monsieur Merveille, Mr. Bliss. Donc, c'était merveilleux, j'ai pu faire une liste extrêmement longue de pièces que je rêvais de voir dans le cadre de l'exposition. Et puis, il y a eu un travail très régulier avec Oxford, la bibliothèque Bodleian d'Oxford, et en particulier le directeur, Richard Ovenden, mais aussi Catherine McIlwain et toute l'équipe des expositions et des archivistes de la Bodleian, à plusieurs voyages, d'abord avec Louise Faudouet, qui a été la première commissaire de l'exposition, pour choisir les pièces susceptibles d'entrer dans un parcours scénographique qu'on était en train d'inventer collectivement. Et cette idée de voyage ne s'est imposée que petit à petit. On la doit d'abord d'ailleurs à Louise Faudouet. Moi, j'avais une approche un peu différente autour de la manière dont on peut créer un récit de fantaisie. Enfin, on a beaucoup discuté de la disposition, et bien sûr, le scénographe a joué un rôle fondamental. Bon, donc ça a été un travail d'équipe, mais j'ai donc vu une première fois les pièces, puis je les ai revues au moment du montage. Et je dois dire que du 23 septembre 2019, début du montage, à l'ouverture le 19 octobre, pour le vernissage, si ma mémoire est bonne, voir les pièces surgir de l'obscurité parce qu'il y a des conditions de conservation draconiennes, c'était à chaque fois un miracle. Et je me souviens de la première vitrine qui a été installée par les équipes de la BNF. C'était Monsieur Merveille, Mr. Bliss, donc ce récit pour enfants, petit format, illustré par Tolkien, avec l'écriture de Tolkien, et ça a été vraiment comme d'ouvrir un tombeau égyptien. Toute l'équipe était rassemblée autour de la vitrine pendant que les pièces étaient installées, et quelque chose de très fort vraiment a saisi toute l'équipe. Et puis là, je sais qu'Émilie Fissier, qui a été une des personnes les plus importantes dans l'organisation de l'expo, qui est adjointe au département d'histoire, tweet encore aujourd'hui sur des souvenirs qu'elle a du montage de l'exposition, avec une lampe torche, avec le papier soie pour protéger. Nicolas Caro a fait d'ailleurs une visite guidée juste avant l'ouverture de l'exposition. On avait l'impression d'assister à un moment vraiment magique, parce que c'est une exposition qui a été faite sur mesure, avec une surface qui était 4 fois celle de l'exposition Bodleian, donc encore beaucoup plus importante que celle de l'expo qui a été proposée à New York, à la Morgan Library. On ne reverra jamais ce genre d'exposition, je pense, en tout cas pas de notre vivant, Pierre. On va revenir sur vos travaux en tant qu'auteur sur Tolkien. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont notamment sur les rivages de la Terre du Milieu et le dictionnaire Tolkien, récemment réédité aux éditions Bragelonne. Avez-vous d'autres projets ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, travailler sur Tolkien, c'est d'abord fait parallèlement à mon travail universitaire. Donc il y a eu Sur les rivages de la Terre du Milieu en 2000. Quand je l'ai envoyé par la poste et quand Christian Bourgois a décidé de le publier, c'était l'époque, vous savez, où les films sortaient en France 6 mois après leur sortie aux États-Unis. Donc il l'a publié pour le Salon du Livre 2001, parce qu'il aimait publier des textes de Tolkien ou autour de Tolkien en février pour le Salon du Livre, en mars. Et puis après, on a eu la surprise d'apprendre que dès la fin d'année 2001, il y aurait un film. Et j'ai continué à travailler tranquillement. Il y a eu Tolkien 30 ans après, qui a été le premier travail collectif pour réunir des chercheurs d'horizons divers sur cet écrivain, avec des personnes dont les noms sont devenus très familiers depuis. On a organisé un autre colloque à Rambourg, qui a été publié dans les presses universitaires. Il y a eu la rencontre très importante à Cerisy-la-Salle, qui va paraître. Je travaille toujours sur ce projet-là. Alors, aujourd'hui, après la réédition du dictionnaire Tolkien dans une édition revue et augmentée et en poche, j'ai plusieurs projets. Il y a ce projet de la Pléiade qui sera un travail collectif. Je n'exclus pas de faire une deuxième version de Sur les rivages de la Terre du Milieu, parce que ce texte publié en 2001 l'a été à un moment où les lettres en français, beaucoup de textes de Tolkien, Les Monstres et les Critiques par exemple, ou des volumes de l'histoire de la Terre du Milieu n'étaient pas publiés, et puis à une époque où on n'avait pas la nouvelle traduction par Daniel Lauzon, publiée en 2014-2016, du Seigneur des Anneaux, ni la future traduction du Silmarillion qui va paraître aux éditions Bourgois. Donc, ce serait logique, une vingtaine d'années après, de refaire une édition de ce texte-là. Mon habilitation, mon
mon essai d'habilitation sur le Moyen-Âge fait de larges références à Tolkien et j'espère le publier bientôt. Donc voilà pour les projets dont je peux parler dans l'immédiat, et puis il y a tous ceux dont je ne peux pas parler et dont j'espère reparler un jour précisément avec vous. D'ailleurs, quel regard portez-vous sur le travail de traduction de Daniel Lauzon ? Je vais essayer d'être objectif. On va partir d'un constat très simple. En France, tous les traducteurs de l'œuvre de Tolkien, ou presque, ont jeté l'éponge après 1 ou 2 livres. Francis Ledoux, qui était un très grand traducteur et à qui on doit Le Hobbit en 69 et Le Seigneur des Anneaux en 72-73, n'a pas terminé la traduction du Seigneur des Anneaux. On oublie souvent que les appendices qui comportent 150 pages de textes, documents et de développements fondamentaux à la fin du Seigneur des Anneaux ont été publiés 15 ans plus tard par Tina Jolas. On doit à Tina Jolas la traduction de textes dans les contes et légendes inachevés également. Je pourrais énumérer le nombre de traducteurs qui se sont essayés à l'œuvre de Tolkien. J'ai une pensée particulière pour Adam Tolkien, à qui on doit la traduction du livre des Contes perdus, des livres des Contes perdus 1 et 2, les 2 premiers volumes de l'histoire de la Terre du Milieu. Donc c'était un moment extraordinaire de traduire en français l'édition proposée par son père des textes de son grand-père. Je crois que voilà, il appartient à mon souvenir de Christian Bourgois et à ses discussions avec Adam Tolkien d'expliquer pourquoi le travail ne s'est pas poursuivi. Évidemment, je le regrette. C'était vraiment extraordinaire comme configuration. Mais pour le dire assez crûment, il a été difficile de trouver un traducteur qui présente toutes les caractéristiques et compétences que possède Daniel Lauzon. Et là, je ne critique aucun autre traducteur qui aimerait se lancer dans la traduction de Tolkien, loin de là. Mais moi, j'ai rencontré Daniel Lauzon d'abord sur des forums de discussion de l'œuvre de Tolkien, et j'ai été frappé par sa connaissance extraordinaire de toute l'œuvre. Stylistiquement, il était capable de se repérer dans... Et il terminait des études de traduction à l'Université de Montréal. Et on a lancé, au début des années 2000, ce qui s'est appelé le projet Coquille. Donc on était 9 au début, il y avait Cédric Fauqueux, par exemple, le webmaster de JRVF, il y avait... Michael Deveau, il y avait Didier Willis qui s'occupe d'Iswell Hockey, il y avait un mystérieux américain dont on n'a jamais connu l'identité mais qui a travaillé de manière incroyable avec nous, et finalement on s'est retrouvé à 2 avec Daniel Lauzon pour préparer un document qui recensait tout ce qu'il fallait corriger dans l'édition proposée en 72 par Francis Ledoux. Et quand j'ai montré ce document de 900 pages, parce que c'était sous forme de tableaux, d'explications, de classement, des coquilles ou des propositions de retraduction, à Christian Bourgois, je pense que voilà, ça a suivi un chemin dans son esprit. Alors il nous a quittés malheureusement trop tôt pour voir cette nouvelle édition, décidée par Dominique Bourgois, quand elle dirigeait les éditions Bourgois. Et là, j'ai vraiment vu un miracle, hein. C'est-à-dire que Daniel Lauzon, qui était prêt depuis une dizaine d'années à retraduire Le Seigneur des Anneaux, qui avait fait un certain nombre de choix très très arrêtés sur les noms propres, très réfléchis, m'a permis de lire Le Seigneur des Anneaux dans notre langue française d'une manière qui finissait enfin par ressembler à l'expérience que j'ai quand je lis Tolkien en anglais. Toutes les traductions visent à être refaites, c'est ce que dit André Markovitch, le grand traducteur de Dostoïevski, de Tchekhov, de Shakespeare, entre autres, et celle de Daniel Lauzon est vraiment pour moi une révélation. Voilà, donc je sépare la personne de Daniel Lauzon qui est infiniment sympathique et qui gagne à être connue, vous l'avez peut-être vu lors des entretiens qui ont eu lieu par exemple en 2016 à la BNF, et puis son travail de traducteur, qui est un travail remarquable. Il ne faut pas oublier non plus qu'il est quand même capable de traduire des textes de l'histoire de la Terre du Milieu qui sont des Everest. Il y a très peu de pays où l'histoire de la Terre du Milieu a pu être proposée. On va vers une logique d'intégralité et de quasi-exhaustivité de l'histoire de la Terre du Milieu. Mais pouvoir lire la formation de la Terre du Milieu en français, ça n'a pas de prix, et d'ailleurs les lecteurs de Tolkien ne s'y sont pas trompés. Tolkien est décédé en 1973, année où le Royaume-Uni entra dans la communauté économique européenne. Qu'aurait-il pensé, selon vous, du Brexit ? Alors, les positions politiques de J.R.R. Tolkien étaient très complexes à situer. C'est quelqu'un qui n'aimait pas se laisser enfermer dans un cadre, je l'ai dit tout à l'heure à propos d'Oxford, ou pas dans une discipline, pas dans ce qui était attendu de lui. Ses lettres, à côté des lettres qui nous apprennent beaucoup de choses sur la naissance de l'œuvre et sur la personne de Tolkien, qui était très attachante visiblement, nous montrent qu'il déteste la pensée prémâchée, y compris en politique. Alors, je vais répondre de manière très large. En politique au sens très large, donc vous le savez, Tolkien a été officier pendant la Première Guerre mondiale, il aurait pu perdre la vie pendant la bataille de la Somme, mais il est tombé gravement malade, donc il a été rapatrié en Angleterre, et il a mis des années à retrouver la santé.
Pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale, où 2 de ses fils étaient soldats, Tolkien se caractérisait par sa mesure dans ses lettres adressées à ses proches. Il était très choqué de voir la propagande anti-allemande, il est très choqué de voir des contemporains dire qu'il fallait exterminer les Allemands. Lui, évidemment, souhaitait la victoire des Alliés, mais souhaitait retrouver une forme de paix et d'harmonie entre les peuples, parce qu'il savait, évidemment, que, en tant que descendant d'une famille venue d'Allemagne, je simplifie les choses, mais si ma mémoire est bonne, à la fin du XVIIIe siècle, en tant que spécialiste des langues et littératures européennes qui sont marquées par une très forte circulation, en tant qu'excellent connaisseur de latin et du grec, il sait que les frontières politiques n'ont pas vraiment de sens. Et que ce qui compte, ce sont les contacts entre les peuples, entre les contacts, la circulation, et en même temps, le souci de connaître la langue du lieu où on vit. Pas seulement du pays où on vit, mais même du lieu. Lui était passionné, par exemple, par les variantes en vieil anglais de l'ancien royaume de Mercie, qui est le lieu d'où venaient ses ancêtres. Voilà. Donc il avait une pensée qui échappait un petit peu aux dichotomies, aux oppositions. Je pense qu'il aurait été affligé évidemment par le discours des hommes politiques qui ont mené les négociations du Brexit en Grande-Bretagne, mais de toute façon, qui ne l'est pas? Mais en même temps, il aurait sans doute essayé d'introduire de la nuance dans la discussion avec ses amis. Je pense à des lettres très frappantes où Tolkien, de manière malicieuse, dit qu'il est, alors en français ça doit être monarchiste, anarchiste, parce qu'en fait on le titille sur sa conception de la démocratie. Mais il fait la leçon à son interlocuteur en lui rappelant que la démocratie athénienne, ce n'était pas une démocratie ouverte sur le peuple, c'était une démocratie qui excluait les femmes et les métèques, selon le terme consacré en politique athénienne. Donc voilà, il aurait introduit un sens de la mesure sur tous les sujets politiques, et en plus il était sans doute très conscient du côté fugitif et temporaire de beaucoup d'actions humaines menées en politique quand on prend en compte le temps long. Voilà, mais c'était quelqu'un de très ouvert, on le voit, on le sait qu'il était profondément religieux, catholique dans un pays anglican, et en même temps un spécialiste, un historien de l'université d'Oxford qui est venu à la Bibliothèque nationale donner une conférence dans le cadre du colloque sur Tolkien et la guerre, le rappelait, pour un catholique de cette époque-là, il était extraordinairement ouvert dans le dialogue avec d'autres religions. Il n'est que de voir sa discussion avec son ami C.S. Lewis ou sa discussion avec des collègues de confession juive. C'était quelqu'un de très ouvert. Que peut-on dire de l'ambition de Tolkien de concevoir une mythologie dédiée à l'Angleterre ? A-t-il réussi ? Alors, déjà, la formule est vraiment très problématique parce que on aime bien l'utiliser pour évoquer le projet de Tolkien, mais dans la fameuse lettre où il emploie une formule approchant, qui est la lettre 131 à Milton Waldman, Tolkien se moque dans les années 50 du jeune homme qu'il était et qui, 40 ans plus tôt, avait envie avec un groupe d'amis de créer ce corpus mythologique propre à l'Angleterre. L'idée était la suivante, lui et ses amis étaient de bons lecteurs de traditions nordiques, germaniques, et ils étaient frappés par le fait que l'Angleterre, pas la Grande-Bretagne, pas le Royaume-Uni, l'Angleterre n'avait pas préservé de traditions folkloriques, légendaires, mythologiques propres. C'était leur impression par rapport, par exemple, à la mythologie grecque. Et ils ont eu envie de créer quelque chose de cet ordre-là. Mais malheureusement pour lui, 2 de ses amis sont morts au combat et ça l'a obsédé toute sa vie. Ce projet collectif manquait. Il faut savoir que par définition, une mythologie ne peut pas être inventée par un individu. Une mythologie, c'est un corpus de traditions dont l'origine est anonyme. Donc il n'aurait pas eu cette prétention-là. Il a accepté de réutiliser le terme de mythologie, comme parfois il utilisait celui de légendaire, pour désigner l'ensemble de traditions que mettaient en forme ces textes dans des versions successives, en vers, en prose, j'en parlais tout à l'heure, et ces textes ont été publiés dans l'Histoire de la Terre du Milieu par Christopher Tolkien. Mais c'était une forme d'approximation, de même que les écrivains, quand ils créent, emploient des termes qu'ils n'emploieraient pas s'ils étaient critiques universitaires parlant de leur œuvre. Donc Tolkien faisait un petit peu varier le spectre de la précision des termes qu'il employait quand il était professeur ou quand il était créateur. Donc, ce qui est certain, ça c'était ma réponse un peu théorique et longue, concrètement, il a créé des mythes littéraires. Il a créé des figures qui sont reprises. La figure du Hobbit, ça n'est pas lui qui l'a inventé. Le terme, il ne l'a sans doute pas inventé, même s'il a oublié son origine au moment de reprendre ce terme-là. Mais le dictionnaire d'Oxford, Lloydy, indique qu'il est l'inventeur du mot, tout simplement parce qu'il a donné un sens précis à ce terme de Hobbit, et qui a été repris
aussi bien dans les jeux de rôle, rappelez-vous Donjons et Dragons, que dans les jeux vidéo, que dans plein de récits. Peut-être que les Hobbits sont un mythe littéraire créé par Tolkien, du petit personnage humble qui fait tourner les roues du monde pendant que les grands sont occupés ailleurs, pour paraphraser la formule d'Elrond. Donc il a créé des archétypes littéraires extrêmement féconds aujourd'hui même encore. Parmi les textes et fragments qui n'ont pas encore été édités, y en a-t-il que vous attendiez particulièrement ? Alors, c'est une réponse, je vais essayer d'être prudent dans ma réponse, parce que je ne vous cacherai pas que, travaillant dans les archives de Marquette, université, donc là où sont conservés les manuscrits du Seigneur des Anneaux, etc., ayant travaillé un peu dans les archives de la Bodleian, ayant travaillé dans des archives privées, je pense que tout n'a pas été encore édité, et je vais faire une réponse Alors attention, il n'y a pas de Seigneur des Anneaux bis, etc. Non, je ne parle pas de ça. Je pense aussi que Christopher Tolkien a édité tout ce qu'il jugeait indispensable d'éditer. Mais on a bien vu, par exemple, qu'il a confié l'édition de l'histoire de Kullervo à Verlin Flieger, qu'il a confié la réédition du Led à Otru et Itrun à Verlin Flieger. Je pense à des textes comme ça qui ont été un peu perdus de vue. Est annoncé pour l'année prochaine l'édition par un spécialiste américain de l'œuvre de Tolkien et qui travaillait en concertation avec Christopher Tolkien, Carlos Tetter, un nouveau volume de l'histoire de la Terre du Milieu qui est titré simplement On Nature. Donc ça sera sur la nature de la Terre du Milieu et vous pouvez trouver un descriptif sur le site des éditions HarperCollins, l'éditeur britannique. Mais je pense aussi à tous les textes de Tolkien autour de la linguistique et des langues imaginaires dont la publication est en cours. Et on sait que les éditeurs de Vignard Tengwar en particulier, au rythme qui est le leur, proposent des éditions de textes sur les langues qui sont souvent associées à des réflexions qui débouchent sur des aspects culturels de la vie en Terre du Milieu. Et ce sont des textes authentiques de J.R.R. Tolkien qui ont une diffusion moindre en raison du format un peu fanzine de ces publications, alors même que leur édition est extrêmement sérieuse et c'est une source d'information absolument remarquable. Donc il y a de nouveaux textes de Tolkien en cours de publication. Quel regard portait Christopher Tolkien sur le travail de traduction des éditions Bourgois ? Je vais pouvoir faire état du fait que Christopher Tolkien a dit alors publiquement, il était très discret, mais devant un certain nombre de personnes, qu'il soutenait vraiment et qu'il était très heureux du travail lancé par Christian Bourgois et relancé par Christian Bourgois à partir de 2002, on va dire, puis Dominique Bourgois. Il l'a dit publiquement, il a permis la reprise des traductions, il a donné un accord pour que les volumes de l'histoire de la Terre du Milieu soient publiés dans un ordre qui soit envisageable pour les éditions Bourgois, et il y aura sans doute des informations à ce sujet dans un avenir proche, mais il ne m'appartient pas d'en parler. Il a reçu Daniel Lauzon, il ne tarissait pas d'éloges à l'égard de son travail, vraiment. Ça, je peux en témoigner. Et ce qui est vrai de Christopher Tolkien est vrai aussi de Bailey Tolkien, la femme de Christopher Tolkien, qui est une personne qui a fait suffisamment d'apparitions publiques à Aubusson ou lors de l'ouverture de l'exposition Tolkien pour que je puisse faire état de tout le bien qu'elle pense du travail en France autour de l'œuvre de J.R.R. Tolkien et de Christopher Tolkien. Donc je mentionnais le travail formidable mené par la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson, dont on a vu déjà plusieurs réalisations. L'exposition à la BNF, qu'ils ont beaucoup soutenue, même si Christopher Tolkien restait un petit peu en retrait. Vous savez aussi que Adam Tolkien, à qui on doit le site web officiel tolkienestate.com, a choisi une version multilingue, c'est-à-dire non seulement en anglais, mais aussi avec une version espagnole et française des textes. C'était aussi le signe pour les francophones de la reconnaissance de ce qui est fait en France autour de Tolkien depuis une quinzaine d'années. En novembre 2019, on a eu ce privilège de recevoir Adam Tolkien à la BNF. Vous pouvez consulter la vidéo sur les chaînes de la BNF. Et je crois que sa prise de position était très claire à ce moment-là. Il a dit ce qu'il pensait. Parfois, on entend parler de la soi-disant des réserves de Tolkien comme personne à l'égard de la France. Moi, je pense que c'est largement exagéré. Il y a eu peut-être une déclaration de sa part sur la cuisine française. Bon, d'accord. Enfin, faut pas extrapoler les déclarations de Tolkien sur le pays. Moi, je vois ce que pense Christopher Tolkien, ce que pensait Christopher Tolkien, ce que pense Bailey Tolkien et Adam Tolkien du travail qui est fait en France. Et j'en suis très heureux et c'est une source d'encouragement, je vous cache pas, pendant les longues nuits de travail, parce que Daniel Lauzon traduit au Québec. Et donc, quand on reçoit et quand on travaille, par exemple, sur Le Seigneur des Anneaux,
Et en ce moment sur le Silmarillion, c'est du flux tendu. Et donc c'est la nuit. Et c'est bien d'avoir des encouragements de penser aux futurs lecteurs. Et Bailey Tolkien est venu, je crois, 4 fois voir l'exposition à la BNF, et ça veut dire beaucoup. Pour finir, Vincent Ferré, une question un peu plus personnelle. Vous, en tant que lecteur et non en tant qu'universitaire, y a-t-il un aspect de l'œuvre ou de la vie de Tolkien qui vous tient particulièrement à cœur et que vous souhaitez faire connaître ? J'ai envie de dire que je n'en suis plus là. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, mon souhait, c'est de proposer dans une démarche aussi collective que possible. Donc ça passe par des entreprises comme le Dictionnaire Tolkien ou le site web ou l'exposition à la BNF ou des documentaires ou des choses comme ça, de faire connaître l'œuvre dans sa diversité pour laisser le choix aux lecteurs et aux non-lecteurs. Ce qui me motive, c'est l'idée qu'il faut encourager les personnes qui ne connaissent pas ou qui connaissent certains aspects de l'œuvre à dépasser certains clichés qui les empêchent de connaître le bonheur de lire Tolkien. C'est ce qui me soucie, c'est aussi ce qui m'anime comme enseignant de littérature à l'université Paris-Est Créteil, c'est de travailler sur des textes dont certains, alors en l'occurrence les étudiants, se disent que ces textes ne sont pas pour eux. En ce moment, je fais un cours sur Rimbaud, par exemple, et les étudiants connaissent quelques poèmes, mais l'idée est de voir avec eux, de découvrir les textes pour qu'ils se les approprient et qu'ils voient si certains entrent ou non en résonance avec leur vie. Et on voit très bien que la poétesse qui vient d'avoir le prix Nobel de littérature est dans cette démarche-là, avec une ambition de parler aux autres de son expérience sans se limiter à elle-même. Bon, je reviens à Tolkien. Tolkien fait partie des écrivains qui peuvent suffire à une vie de lecteur. Montaigne, Proust, Pascal, il y en a d'autres. Et je serais triste que certaines personnes soient privées de la lecture de Tolkien alors que c'est une lecture qui peut vraiment changer une vie. En même temps, je ne vous cacherai pas que certaines des personnes les plus proches de moi n'ont jamais ouvert Tolkien et que c'est très bien comme ça, c'est parce qu'elles ont trouvé leur plaisir dans d'autres écrivains. Donc, laisser le choix, faire connaître, dépasser certains clichés, et puis peut-être que dans les projets qui vont m'intéresser désormais, je vais laisser une place de plus en plus importante à l'œuvre de Christopher Tolkien, qui me semble être très importante et reste presque entièrement à découvrir ou à redécouvrir. Merci Vincent Ferré. Merci Pierre.